Bonjour à tous. Bonjour à tous. Voilà, donc je suis Gilles Baudou. Donc je suis responsable métier training au sein de la direction technique et de l'innovation chez LGM. Ravi de vous retrouver aujourd'hui pour notre deuxième épisode de cette web série Training Média. Cet épisode qui portera sur l'ingénierie pédagogique. Et toi, Céline. Oui, donc je me présente, Céline Guémin, je suis ingénieure pédagogique chez LGM Digital et je travaille donc avec Gilles sur la création de dispositifs de formation et l'accompagnement des sociétés qui en ont besoin sur la création de parcours de formation. Donc le programme que vous proposons le déroulé pour ce webinaire, nous commencerons par le modèle ADI. Certains d'entre vous le connaissent peut-être déjà. Ensuite, nous entrerons un peu plus en détail sur la phase analyse de ce modèle, puis sur la phase design. Nous vous présenterons un outil de sélection des médias que nous avons créé et mis en place avant de conclure et de répondre à vos questions si vous en avez. Tout d'abord, un petit rappel sur notre méthodologie ADI. Donc, un modèle qui s'articule en 5 phases. Donc, si vous avez déjà participé au premier épisode, vous en avez déjà eu un aperçu. Mais un petit rappel vite fait afin qu'on puisse avoir les bases pour comprendre ce webinaire dédié à l'ingénierie pédagogique. Donc, le modèle ADI s'articule en 5 phases, comme je le disais. La première phase étant la phase d'analyse, analysis. C'est la phase où on va récolter toutes les informations qui vont nous aider à qualifier, spécifier le besoin de formation. Donc tout le contexte et tous les paramètres qui vont influencer la formation. La seconde phase, la phase de design, de conception pédagogique, c'est lors de cette phase qu'on va définir les objectifs d'apprentissage et qu'on va sélectionner les moyens pédagogiques qui vont nous permettre de diffuser le message vers les apprenants. La troisième phase, la phase de développement, development, c'est dans cette phase qu'on va, à proprement parler, produire les moyens pédagogiques qui seront utilisés dans la phase implementation, donc la phase de mise en œuvre. C'est à ce moment-là que l'on transmet la connaissance vers les apprenants. Et la dernière phase, la phase d'évaluation, qui permet, selon les types d'évaluation auxquels on va procéder, qui va permettre d'évaluer la satisfaction des apprenants, également la validation des acquis, mais qui peut aussi évaluer le ROI, Return on Investment, ou le Return on Expectation de la formation. Donc la première phase, la phase d'analyse, donc en fait en quoi elle consiste cette phase? En fait on peut la distinguer en deux grandes étapes. Tout d'abord tout ce qui concerne les besoins de l'organisation, c'est-à-dire ce qui concerne voilà quelle est la découverte des besoins métiers, de quoi effectivement cette organisation a besoin, quels métiers sont concernés par le dispositif qui doit être créé. L'objectif aussi de cette phase, c'est de mieux connaître l'organisation, donc de découvrir et d'avoir une connaissance et une bonne connaissance du contexte terrain et de la situation dans laquelle se trouvent et les métiers qu'exercent les apprenants, et également de prendre connaissance de ce qu'on appelle, de ce qu'on a regroupé sur le thème exigences et contraintes organisationnelles. Et je pourrais citer en exemple, par exemple, est-ce que le dispositif de formation concerne plusieurs sites, plusieurs pays, différentes nationalités, quel est le budget qui a été alloué à la création de ce dispositif et de ses parcours, etc., etc. Donc ça, c'est un premier élément qui est très important, de bien connaître l'organisation et bien cerner ses besoins. Et ensuite, bien évidemment, sur cette phase d'analyse, on va se concentrer aux destinataires de la formation, c'est-à-dire à la population d'apprenants. L'objectif étant bien sûr de les comprendre le mieux possible, de comprendre le mieux possible le rôle, le métier qu'ils exercent, quelles sont les activités et les tâches qui sont réalisées, et de cerner les compétences à acquérir en matière de savoir, de savoir-faire et de savoir-faire. Donc ça, c'est l'aspect théorique. Gilles, je pense que tu peux illustrer cet exemple avec un très gros projet qui dure depuis quelques années chez LGM. Oui, tout à fait, Céline. Donc, nous sommes responsables de la formation pour le projet Axe Loc One. LGM est en charge de traiter tout le volet formation, depuis la conception jusqu'à la mise en œuvre de ces formations pour un projet de
développement et déploiement d'un nouveau système de contrôle aérien militaire qui s'appelle AX-LOC-1 pour Air Command and Control System. C'est un système qui est acheté par l'OTAN et qui concerne 15 nations. Donc, ce système est déployé sur 15 sites différents et LGM a la charge d'entraîner tous les opérateurs et les techniciens qui vont utiliser ce système. Aujourd'hui, on a formé jusqu'à 1700 apprenants, donc en une quinzaine d'années, par rapport à ce système. Donc voilà, comme vous pouvez l'imaginer, c'est un projet de grande envergure avec une grande variété de rôles. Et donc, afin de pouvoir justement développer ces formations, les concevoir de manière appropriée, nous avons pris en compte justement la variété de ces rôles, des rôles opérateurs, des rôles maintenanciers. Dans les rôles opérateurs, on a des contrôleurs aériens, on a des opérateurs de surveillance aérienne, on a des personnes qui s'occupent de la planification des missions aériennes. Dans les rôles techniciens, on peut avoir des gestionnaires des moyens de communication, des gestionnaires des connexions radar, des gestionnaires du logiciel, l'administration système, etc. Donc, une variété de rôles à prendre en compte. Et également, on est sur 15 sites différents avec des Norvégiens, avec des Portugais, avec des Turcs, avec des Hongrois. Et on est confronté à une population d'apprenants très hétérogène, d'où l'importance de caractériser la population d'apprenants, site par site et peut-être même équipe par équipe, afin d'avoir une formation qui est vraiment adaptée aux besoins, qui répond à un contexte opérationnel et qui répond à certains profils d'apprenants. Je reviendrai quelques fois sur ce projet AX-LOC-1 au long de notre présentation, de manière à vous illustrer et à remettre en contexte les concepts théoriques. Et donc, dans le cadre de ce projet AX-LOC-1, et si on poursuit sur la phase analyse, l'une des étapes qui est importante et qui aide beaucoup, c'est l'étape d'analyse des tâches, qui consiste à analyser les tâches. Et l'analyse des tâches, c'est déjà dans un premier temps de décrire les tâches qui sont à effectuer pour accomplir le travail, et ensuite, en échangeant ou de différentes manières, de décomposer ces tâches en sous-tâches et en actions, les actions nous permettant d'y associer des objectifs d'apprentissage et ensuite de construire les parcours. Donc, une analyse des tâches, elle peut se faire de différentes manières. Alors, on peut interroger directement ou des experts métiers ou les personnes qui réalisent les tâches au quotidien. On peut les observer, on peut éventuellement les filmer. On peut pourquoi pas filmer un débutant et un expert pour dire de voir où sont les différences et pour dire d'axer vraiment sur ces différences pour développer les compétences du débutant. Et on peut également s'aider pour cette analyse de tâches de documents qui sont relatifs au travail. On entend par là des fiches métiers, des référentiels ou tout autre élément qui va nous permettre d'alimenter, qui nous permettrait d'alimenter cette analyse. Gilles, dans le cadre du projet AX-LOC-1, comment vous avez réalisé cette analyse des tâches, si vous en avez réalisé une? Oui, justement, dans le cadre du projet AX-LOC-1, on a été très proche des personnels que nous devions former. Déjà, nous avions une équipe d'experts qui était pour la plupart d'anciens militaires sur les différents rôles pour lesquels nous devions fournir des formations. Nous avions des experts dans nos équipes qui échangeaient avec les militaires des différents sites afin de bien connaître leurs besoins, de bien connaître leur contexte et voilà, de par leur background, avaient les compétences de base pour pouvoir comprendre ce monde particulier. Mais en effet, on a été souvent en contact. On a réalisé beaucoup de workshops avec l'OTAN, avec les militaires, afin de comprendre justement tout ce contexte opérationnel. Parce que voilà, quand on parle d'une analyse des tâches, ça a vraiment toute son importance. Parce que AX-LOC-1, c'est un système qui a énormément de fonctionnalités. Comme je vous l'ai dit, déployé par l'OTAN sur 15 sites différents, répond à d'énormes besoins, des besoins très larges en matière d'opérations aériennes, en termes de planification, en termes d'exécution de ces opérations. Mais évidemment, la force aérienne hongroise, par exemple, n'a pas les mêmes moyens que la force aérienne française. Donc, on a dû prendre en compte toutes ces spécificités. On a dû analyser la manière dont le système allait être utilisé, par exemple en fonction des capacités aériennes de la France, en fonction de ses capacités radar, une force aérienne de plusieurs centaines d'appareils,
mais le système n'allait pas être utilisé de la même manière que en Hongrie, où peut-être là, la force aérienne se limite à une dizaine ou une vingtaine d'avions de chasse. Donc tout ça fait qu'on a procédé à une analyse fine de quelles allaient être les parties du logiciel Axe, quelles allaient être les parties du système qui allaient être utilisées, de manière à ne pas venir avec un training sur étagère qui couvre 100% des fonctionnalités, juste basé sur une présentation de l'équipement, comme c'est parfois le cas dans l'industrie, mais là on a vraiment taylorisé, on a vraiment adapté le training au contexte opérationnel en déclinant les tâches, les sous-tâches de ces différents rôles qui étaient concernés par la formation. Ça, c'est d'une part le travail qu'on a effectué pour les opérateurs, mais également toute la partie technique où toutes les liaisons de données pouvaient être particulières, les radars intégrés dans le système étaient particuliers. Donc, les techniciens qu'on entraînait, mais aussi devaient être la formation qu'on leur donnait devait être adaptée à ce contexte. Je te repasse la parole, Céline. Merci. Et donc, bien évidemment, après ce recueil très riche que vous avez effectué, l'étape d'après, c'est l'étape de design, c'est-à-dire qu'on va en fait plonger dans le détail, on va analyser l'ensemble de ces données d'entrée, à la fois du contexte et de la population, et que tu as très bien décrite en termes de spécificité pour le projet Axe One. Et ensuite, à partir de ça, on va commencer à construire une partie du dispositif. C'est-à-dire qu'en fait, on va définir et classifier les objectifs d'apprentissage en termes de typologie, en termes de niveau d'expertise. Il est clair qu'une personne qui a 25 ans d'ancienneté, on va peut-être pas forcément lui demander la même chose que quelqu'un qui est débutant. Et c'est comme ça qu'il est important de fixer des niveaux d'expertise pour dire d'avoir une progression progressive, j'allais dire, enfin de faire progresser les apprenants en matière de développement de compétences. On va également sélectionner les moyens pédagogiques et les médias qui seront les plus adaptés à véhiculer et à atteindre ces objectifs d'apprentissage. On va définir les moyens d'évaluation associés. C'est vrai que l'évaluation, c'est quelquefois quelque chose qu'on laisse de côté, mais en fait, c'est ce qui permet de voir si effectivement la formation a été efficace, mais surtout si l'apprenant est bien au niveau qu'on a espéré et qu'on a fixé dès le départ. On va formaliser bien évidemment les prérequis. Si on prend par exemple l'exemple d'une formation qui est déclinée en hongrois, en portugais ou autre, on va s'assurer que les apprenants aient bien le niveau qu'il faut, que ce soit au niveau des langues ou que ce soit au niveau des connaissances, pour ne pas les perdre en cours de formation, comme on le dit souvent. Et une fois qu'on a fait tout ça, qu'on a nos objectifs d'apprentissage, etc., en fait, on va les réorganiser en modules, en cours, en leçons, et ensuite, c'est de cette manière et à partir de ça qu'on va pouvoir structurer les parcours de formation. Et donc, ce qui est intéressant en matière de structure et de parcours de formation, c'est qu'en fait, on a un certain nombre de moyens pédagogiques et de pratiques en matière de formation qui diffèrent. Et en fait, la tendance maintenant qui montre et qui favorise en fait l'apprentissage, c'est de mélanger en fait les types d'apprentissage, c'est-à-dire de mélanger de la théorie, de l'échange, de la pratique. Et vous le voyez, c'est très bien illustré sur la slide de droite. On dit toujours qu'un adulte, par rapport à un enfant, un adulte apprend en faisant. En fait, vous en avez l'illustration concrète. Vous voyez qu'en termes de mémorisation du message, on retient en gros 10% de ce qu'on lit, à peu près 30% de ce qu'on voit. On va donc, quand on mixe la lecture et en fait ce qui est vu et entendu, on va monter à 50% de mémorisation du message. Et quand on met les personnes en situation, on arrive à 90%. D'où l'importance de mixer les modes d'apprentissage et bien sûr, quand ça s'y prête et quand c'est possible, de mettre les apprenants en situation de faire et de réaliser l'action pour augmenter la mémorisation du message et l'appropriation des connaissances pour le développement des compétences par la suite. Oui. Et donc justement sur le projet Axe One, c'est ce que nous avons pu mettre en œuvre et concevoir. C'est-à-dire que tout d'abord, d'une part, nous avons pris en compte cette hétérogénéité des apprenants, où nous avons adapté nos formations par rapport à cette caractérisation de la population d'apprenants, où on a pris en compte les backgrounds particuliers, l'expérience que les apprenants avaient, et on a, à partir de ça, pu créer une approche blended learning
pour justement essayer de favoriser cette mémorisation du message. Donc, sur le projet ActLock One, on a eu des cours théoriques qui présentaient le système, qui présentaient l'architecture du système, qui présentaient les différentes fonctionnalités, mais nous avons surtout eu beaucoup de pratiques et également de l'échange. D'abord la pratique, parce que apprendre à manipuler un système de contrôle aérien, ça passe par l'utilisation de ce système au travers de différents scénarios. À savoir qu'un système militaire, il est aussi fait pour être utilisé en temps de crise et en temps de guerre, en temps de paix pour le moment, mais ce système il peut aussi être utilisé dans des situations plus particulières. Et cette situation, elle n'existe pas, ces situations aériennes de temps de guerre. Aujourd'hui, nous n'avons pas des raids de 50 avions qui traversent l'Europe pour aller bombarder un pays. Donc, ces situations, elles nécessitent des scénarios de simulation. Donc, c'est ce volet pratique que nous avons aussi développé ces scénarios de simulation grâce à un outil intégré dans le système qui ont permis d'entraîner les apprenants au plus proche de situations réelles. Et alors, ça, c'était plutôt les phases amont, mais alors ensuite, nous sommes allés sur les sites pour entraîner. Donc, première phase amont qui s'est plutôt passée en usine, et ensuite, nous avons été sur les sites, et lors d'échanges et de sessions en coaching ou des sessions où nous avions des échanges avec les experts des sites, nous avons développé aussi des scénarios plus particuliers à leur contexte. Nous avons aussi pu comprendre leurs besoins. Nous avons pu les coacher sur l'utilisation du système dans un contexte plus réel dans leurs opérations day-to-day. Alors aussi, en ce qui concerne, comme Céline l'a évoqué, nous, lors de cette phase de design, on prévoit les prérequis, on définit les prérequis applicables à l'entrée dans la formation. Là, ça s'est particulièrement appliqué au cas des administrateurs système, donc les gens qui géraient les serveurs, les logiciels. Ces personnes avaient, en fonction des pays, en fonction des systèmes qu'ils avaient utilisés ou qu'ils avaient maintenus auparavant, avaient vraiment des connaissances différentes. Le système ActLock One étant basé sur un système Linux Solaris, et il a fallu s'assurer qu'un minimum de connaissances sur ces operating systems était présente chez les apprenants. Et lorsque ce n'était pas le cas, nous avions prévu un cours de prérequis de 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines en fonction du niveau des apprenants, de manière à permettre à tous les apprenants d'avoir le niveau d'entrée nécessaire pour pouvoir suivre la formation, ce qui assure la qualité de la formation, parce que avoir des apprenants avec un niveau qui ne correspond pas, s'il est trop bas, peut ralentir l'efficacité de la formation. S'il est trop haut, ces apprenants peuvent s'ennuyer, ne pas trouver la formation intéressante, adaptée à leurs besoins. Tout à fait. Et tu parlais justement des parcours blended. Alors c'est vrai que ce qu'on constate actuellement, c'est qu'en fait un nombre important en fait de moyens pédagogiques à disposition. Les plus récents étant la réalité virtuelle, la réalité augmentée. Enfin, toutes les technologies ont vraiment fortement révolutionné le monde de la formation et avec le confinement, on conçoit effectivement la formation différemment. Et en fait, ce qu'on constate quelquefois, c'est que on a quelquefois des personnes qui sont un petit peu perdues sur l'ensemble de ces moyens pédagogiques, qui quelquefois même pensent que le présentiel, c'est une modalité de formation qui n'est plus du tout d'actualité. Et en fait, l'idée nous est venue de construire un outil d'aide au choix de ces moyens pédagogiques. Donc en fait, on a mis ça sur pied. Alors c'est pas un outil bien sûr qui va remplacer l'humain. L'outil c'est vraiment d'accompagner pour dire en fonction d'un certain nombre de critères, de dire voilà, par rapport aux critères qu'on a rentrés, c'est tel et tel moyen pédagogique qui serait le plus adapté. Et Gilles, je vais te laisser présenter cet outil que nous avons mis sur pied. Oui, merci Céline. Donc en effet, cet outil, ça va être une aide à la décision, de se dire par rapport, comme Céline le disait, par rapport au panel de moyens pédagogiques qui sont à notre disposition aujourd'hui, que ce soit chez LGM ou dans vos organisations, on est tous aujourd'hui, on va tous au-delà de simplement un instructeur en classe, et donc on a le choix parmi ce panel. Donc nous, ce qu'on a voulu, c'est objectiver ce choix en définissant certains paramètres et critères qui influencent le choix du moyen pédagogique. Et on a essayé d'objectiver cela au travers d'un outil. Donc le résultat, comme vous le voyez ici, ça va nous donner par rapport à, on voit ici le panel de moyens pédagogiques disponibles, et on va, grâce à notre outil et aux paramètres d'un programme de formation, avoir une note
qui va s'appliquer, donc une note qui va de -5 à 5 en fonction du caractère pertinent du moyen pédagogique pour un dispositif de formation, pour un programme de formation, donc de -5 totalement inadapté à 5 totalement adapté. Nous avons décidé d'appliquer deux niveaux d'analyse. Un premier niveau au niveau programme de formation, donc des paramètres qui vont s'appliquer à l'ensemble d'un programme, qui ne vont pas varier en fonction d'une leçon ou d'un objectif d'apprentissage. Mais par contre, nous avons aussi pris le pli de proposer un niveau d'analyse plus micro ou qui se situe au niveau des objectifs d'apprentissage. C'est-à-dire qu'il y a des objectifs d'apprentissage qui peuvent être plus particuliers, qui peuvent avoir des critères plus fins à analyser. Et donc, ce sont ces objectifs d'apprentissage-là qui vont nécessiter une autre analyse avec d'autres critères et qui peuvent nous donner une autre orientation que l'orientation programme. Alors, je vous donne, on va commencer par le niveau macro, le niveau programme. Donc, lorsqu'on utilise cet outil, on va commencer par remplir les critères qui nous concernent. Donc, aucun critère n'est obligatoire, mais nous avons listé, selon l'expertise de nos ingénieurs pédagogiques, quels sont les critères qui peuvent influencer ce que nous pensons qui influence aujourd'hui le choix des moyens pédagogiques. Donc, par exemple, le budget disponible pour la formation, est-il plutôt, dans mon organisation, dans ce programme de formation, plutôt bas, plutôt moyen, plutôt élevé? Nous avons à dessein, nous avons décidé de ne pas mettre de chiffres, parce qu'en fonction de l'organisation de chacun, en fonction d'un programme ou d'un autre, je dirais, pour certaines organisations, un programme de formation à 50 000 € peut être un budget plutôt bas, pour d'autres organisations, plutôt un budget élevé. Donc ça, tout est relatif, donc nous avons choisi des critères qui peuvent s'appliquer aux différentes situations. Un autre critère qui va aussi influencer la sélection du moyen pédagogique, c'est le nombre d'apprenants. Est-ce qu'on est sur un peu nombreux, très nombreux? Un autre critère qui va avoir une influence et qui est couramment appliqué à nos analyses, c'est le lieu de la formation. Est-ce qu'on est sur un seul site ou est-ce qu'on est sur une formation multisite? Est-ce que les tâches qu'on va réaliser sont plutôt de niveau complexe ou simple, etc. Et donc, lorsqu'on a rempli tous ces critères, on peut ensuite aussi déterminer une pondération, dire moi, ce critère-là, par exemple le critère budget, il est très important pour moi, et donc je vais lui donner une pondération de niveau 3. Si on ne remplit rien, on est à 1. Si nous avons tout rempli, mais si on ne remplit pas la pondération, on est par défaut à 1. Et si on veut appuyer un critère plutôt qu'un autre, nous pouvons changer la pondération de ce critère. Ce qui va donner donc ici un résultat donc, sur une échelle, sur cette échelle, et donc de se dire, voilà, en fonction des paramètres et des critères de mon projet, j'aurai plus tendance à choisir de l'e-learning, des vidéos tutoriels, éventuellement du serious game et de la pratique sur outil. Donc, ce sont ces moyens pédagogiques-là qui seraient à favoriser dans ce contexte particulier de mon programme de formation. Ensuite, nous avons laissé la possibilité de faire une analyse au niveau micro. Pourquoi? Parce que on peut être alerté de par notre expérience, de par le feedback d'autres formations, dire cet objectif d'apprentissage-là, il était compliqué sur ces formations, peut-être que le moyen pédagogique n'était pas adapté, on va aller l'analyser en détail. Ou un expert, un expert sur un métier nous a dit attention, moi depuis des années, je rencontre un problème sur, ici, prenons le cas, le remove and replace d'un power supply retourné dans une baie informatique. Cette manipulation-là particulière, aujourd'hui, on a du mal à la couvrir en formation. Ou alors une autre, réaliser la reconfiguration d'une carte réseau via un terminal Unix. On sait que c'est une tâche particulière et donc elle va nécessiter une analyse plus fine. Prenons l'exemple du remove and replace d'un power supply redondé dans une baie informatique. Est-ce que c'est un apprentissage théorique? Je prends quelques exemples. Non, ce n'est pas un apprentissage théorique. Est-ce que c'est un apprentissage pratique? Oui, donc on sélectionne oui. Apprentissage comportemental? Non.
Est-ce que le matériel est disponible? Ça, c'est aussi un critère qui a son importance. Est-ce que le matériel est disponible pour la formation? La disponibilité est plutôt importante, donc pas de problème. Par contre, si la disponibilité était basse, nous allons trouver un autre moyen de formation. Par exemple, ça peut être une vidéo, ça peut être un module en réalité virtuelle qui va nous permettre de nous rendre indépendants de la disponibilité du matériel pour la formation. Est-ce que la tâche est complexe? Si on est plutôt sur une tâche complexe, est-ce qu'elle représente un risque pour l'apprenant? Le risque est faible. Est-ce que ça représente un risque pour le matériel? Là, le risque est faible également. Vous voyez, par exemple, si on avait un risque pour le matériel important, ben là aussi, on peut envisager d'autres formations que de faire la formation directement sur le matériel. C'est ce que nous faisons chez LGM. Lorsque nous devons prévoir des formations sur des tâches qui sont critiques pour le matériel, nous allons envisager en amont, par exemple, un module de réalité virtuelle, et c'est ce qu'on va pouvoir voir ici dans le résultat, qui va nous permettre de se dédouaner et donc de pouvoir réaliser une tâche sans la réaliser pour la première fois sur le matériel en question. Et donc, vous voyez ici le résultat. On peut peut-être essayer de croiser un petit peu les résultats, mais pourquoi ici réaliser le remove and replace d'un power supply redondé dans une baie informatique? On voit que les deux moyens pédagogiques qui ressortent seraient la réalité augmentée et la pratique sur outil. Voilà, essayons de comprendre pourquoi, selon notre outil. Parce que donc déjà, on est sur un apprentissage pratique, donc plutôt en effet pratique sur outil. On voit qu'on est sur une complexité de la tâche. Donc c'est probablement c'est pour cela que notre outil nous propose la réalité augmentée, tâche complexe. Pourquoi ne pas utiliser la réalité augmentée? Pour amener des éléments d'information supplémentaires lors de la formation qui vont permettre à l'apprenant de suivre un workflow de manière plus facile grâce à cette réalité augmentée. Donc, ben voilà, c'est ça que nous souhaitions aussi vous présenter, cet outil qui aujourd'hui, nous pensons à toute son utilité, qui remplace pas l'ingénieur pédagogique, mais qui permet en tout cas de standardiser une approche, notamment au sein d'un pool d'experts de formation où chacun, de manière empirique, va dire, ben tiens, c'est plutôt ce moyen pédagogique-là que moi je favoriserais. Non, moi c'est plutôt celui-là. Ben justement, peut-être mettons-nous ensemble, définissons ensemble les critères qui vont influencer le moyen pédagogique et essayons de centraliser cela dans un outil. Et c'est ce qu'on a voulu faire grâce à dans cette démarche. Et c'est bien évidemment, comme tu l'as très bien précisé, Gilles, un outil d'aide au choix qui ne remplacera effectivement jamais l'humain. Donc là, on arrive au terme de ces 2 premières étapes du modèle ADI. Avec la phase analyse, en fait, on a pu déterminer une sorte de matrice de compétences. On a les objectifs de performance, les objectifs stratégiques, le contexte logistique, et tout ceci nous permet donc d'établir un plan de formation. La plus-value de ce plan de formation étant, en fait, qu'on a très bien, qu'on est exhaustif en fait dans la couverture du besoin. On s'est bien assuré que le dispositif qu'on allait développer par la suite allait couvrir le besoin de l'organisation. Les objectifs d'apprentissage ont été justifiés et la sélection des médias également via l'outil ou pas. Il y a une cohérence bien évidemment entre le plan de formation et le contexte opérationnel, comme tu l'as bien illustré, Gilles, avec l'exemple de Axlock One. Et ensuite, l'idée, c'est d'optimiser, bien sûr, de caler ce plan de formation pour optimiser la phase de développement grâce à la spécification amont qui a été faite et, quand c'est possible, à l'identification du reuse, puisque dans certaines situations, on est amené à identifier des dispositifs ou des éléments ou des médias qui pourraient être réutilisés dans le cadre du nouveau parcours ou du nouveau dispositif de formation qui va être développé. Et donc, pour conclure, je voudrais vous faire un petit récapitulatif de ce qu'on a dit rapidement. Donc, lors de la phase analyse, donc vous avez compris qu'on analyse les rôles qui sont concernés par la formation et leur activité, cette analyse de tâches, sous-tâches, actions. On prend en compte la population, parce qu'on a compris que
Entraîner des débutants dans un métier, ça ne se faisait pas comme entraîner des gens qui avaient plus d'expérience. Entraîner des gens qui ont un intérêt, une appétence pour les nouvelles technologies, ça ne se fera pas non plus de la même manière que ceux qui préfèrent des cours plus classiques. Et alors, bon, vous avez vu, mais notamment ce qui est pris en compte dans notre outil, tout ce contexte, toutes ces contraintes, qu'elles soient budgétaires, qu'elles soient logistiques, qu'elles soient au niveau du nombre d'apprenants, tout ça va venir nourrir notre phase d'analyse qui va être utilisée dans la phase de design. Dans cette phase de design, nous définissons des objectifs d'apprentissage précis, justifiés et exhaustifs grâce aux données récoltées dans la phase d'analyse. Ces objectifs sont séquencés, construits en cours, en leçons, en parcours de formation. Et grâce à notre outil, nous pouvons aussi sélectionner de manière objective les méthodes et moyens pédagogiques qui vont être appliqués. Et tout ce travail des phases analysis design se retrouve synthétisé dans un plan de formation qui constitue le cahier des charges pour la suite du programme, donc pour le développement, la mise en œuvre, implementation, et l'évaluation du résultat de la formation. Mais très bien, on vous remercie beaucoup, Céline et moi, pour votre présence à ce webinaire, à cet épisode de notre web-série. Nous espérons que ça vous a intéressé. Nous restons maintenant disponibles. Donc, vous avez nos adresses email qui sont affichées. Vous n'hésitez pas à nous contacter par la suite si vous avez besoin d'informations supplémentaires ou si vous souhaitez échanger sur d'autres sujets. Nous sommes vraiment disponibles et nous sommes maintenant disponibles pour vos questions et nous prendrons le temps d'y répondre. Très bien. Bon, bah écoutez, je vois que pas de questions spécifiques. Merci en tout cas pour vos messages aussi sur le chat. Voilà, s'il n'y a pas de questions spécifiques, je propose, Céline, je te laisse le mot de la fin. Et pour ma part, je vous salue et encore merci pour votre présence. Merci Gilles. Bien, écoutez, merci à tous pour votre participation. Je vois que certains dans le chat ont dit qu'ils étaient fans de l'outil, donc merci. Ça a été effectivement une belle collaboration de mettre sur pied cet outil. Si vous estimez utile, surtout n'hésitez pas à revenir vers nous pour être amené à l'utiliser. Et puis sinon, je vous souhaite à tous une belle continuation, une bonne journée. Oui, merci. Merci, au revoir. Merci, au revoir et bonne journée.